Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a participé au 31e sommet de la Ligue des États arabes et dans le monde, Pyongyang a tiré au moins 10 missiles. Séoul réplique avec 3 missiles air-sol en mer. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La capitale algérienne, Alger, a abrité hier l'ouverture du 31e sommet de la Ligue arabe. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce sommet, notamment le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Reportage. Le 31e sommet de la Ligue arabe s'est ouvert officiellement en Alger, capitale d'Algérie, qui célèbre son 68e anniversaire depuis le déclenchement de la révolution du 1er novembre en 1954. Plus de 20 chefs d'État et gouvernement et plusieurs monarques ont pris part au sommet, notamment le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris part à ses collègues arabes, accompagné d'une forte délégation de son pays. Ce sommet qui a débuté hier avait une saveur particulière, puisqu'il se tient après 3 années d'absence à cause du Covid-19 et la participation du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a tenu à être présent au sein de cette organisation. Le président algérien, M. Abdelmejid Tebboune, a accueilli chaleureusement l'ensemble de ses homologues hôtes, y compris le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, connu non seulement pour son rôle de pacificateur qu'il joue dans la région de la Corne de l'Afrique, mais aussi pour son leadership en faveur de l'intégration économique qui constitue l'objectif premier de ce sommet de réunification des pays arabes. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de ce sommet, notamment la question palestinienne qui occupe une place première, mais aussi l'adoption d'un programme stratégique d'entente générale visant à accroître le niveau de cohésion et de la capacité de l'organisation pan-arabe. Le second volet de cette assise est dédié à la réalisation de mécanismes plus efficients d'action, de médiation et d'interposition dans les différends, notamment politiques et sécuritaires, au sein de ces pays membres de cette organisation arabe. Le 31e sommet de la Ligue arabe servira par ailleurs de cadre à l'adoption de stratégies utiles et résilience pour les pays membres de cette organisation afin de mieux appréhender les conséquences nées des crises internationales. La réunion a consacré également un autre volet très important qui est celui de l'identification de partenariats stratégiques de coopération économique entre les pays de la Ligue arabe. Ce qu'il faut retenir de ce sommet de la Ligue arabe est une éventuelle réunification des pays arabes en vue de créer une vision arabe intégrée, faisant face aux défis communs qui ne peut être envisageable qu'à travers une cohésion sereine entre les différents partis. Awa Abdi, Alger, capitale d'Algérie. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a présidé aujourd'hui la 2e séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2022 en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, de l'ensemble des députés et des membres du gouvernement. L'agenda de la plénière était consacré essentiellement à l'étude et à l'adoption de 4 projets de texte suivants. La loi portant ratification par la République de Djibouti de la Charte africaine sur la sécurité routière, la loi relative aux activités de lancement d'opérations de vol et de guidage d'objets spatiaux, la loi portant création du fonds de soutien pour le handicap et la loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2022. Le président de l'Assemblée nationale, avant l'ordre du jour précité, a exprimé au nom de la représentation nationale le rejet et la condamnation des attentats terroristes qui ont frappé le pays frère de la Somalie. Il a réitéré le soutien et la compassion du Parlement djiboutien aux familles des victimes et des blessés. Concernant le texte à l'ordre du jour, des échanges constructifs des députés et membres du gouvernement ont été riches et des sujets tels que la sécurité routière, la planification des routes, la recherche spatiale, les diverses applications découlant d'une couverture spatiale de notre pays ont été soulevés. En outre, des bancs de l'hémicycle, le débat
précédant le vote des lois a porté sur la thématique du handicap, une des priorités des stratégies nationales. Et dernier point figurant à l'ordre de la deuxième plénière de la seconde session ordinaire de l'année, les finances publiques et ses différents substrats comme les modalités de prévision de ressources et dépenses publiques et la conjoncture macroéconomique. Au terme des discussions et après les votes favorables des parlementaires, le président Ahmed a procédé à la clôture des travaux de cette séance publique. Écoutons l'intervention du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de cette séance. Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre hémicycle où nous examinerons aujourd'hui plusieurs projets de loi. Avant d'entamer notre ordre du jour, je tiens à dire un mot pour la Somalie, pays frère qui a encore été touché par le terrorisme. Je tiens à condamner, au nom de la représentation nationale, avec fermeté, l'acte ignoble et c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre solidarité à nos frères et sœurs somaliens face à cette barbarie. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Et les députés donc présents lors de cette séance ont interrogé les membres du gouvernement sur les questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. Et nous reviendrons donc sur cette intervention et donc les membres du gouvernement ont également répondu aux interrogations des députés et le Premier ministre a clôturé la séance avec son intervention. Dans l'actualité également, la cérémonie de la Fondation des forces japonaises d'autodéfense, la FJA, a eu lieu ce matin dans la base des forces japonaises d'autodéfense stationnée à Djibouti, au Japon. Le 1er novembre désigné comme l'anniversaire de la fondation du FJA et la cérémonie commémorative est effectuée par le commandant du quartier général de la flotte de forces d'autodéfense maritime chaque année. Cette cérémonie a vu la participation du commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bourré, le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher, les attachés militaires de chaque pays et des armées de chaque pays donc stationnés à Djibouti. Et lors de cette cérémonie, des démonstrations donc de formation qui ont été effectuées par des membres des FJA stationnés à Djibouti. L'installation des forces d'autodéfense stationnées à Djibouti, donc japonaises, installée le 1er juin 2011 comme la première installation à l'étranger et cela fait 10 ans donc en juin 2021. Le gouvernement japonais, le ministère de la Défense ainsi que les forces japonaises d'autodéfense ont travaillé en étroite collaboration avec Djibouti pour approfondir les liens entre les pays pendant 13 ans. Et Djibouti est un pays donc de partenaires très important pour réaliser la vision de l'Indo-Pacifique libre et ouvert. Le Japon va continuer à travailler en renforçant la coopération en matière de défense afin de contribuer davantage à assurer la paix et la prospérité dans le monde. Dans le cadre des formations continues durant les vacances interruptives d'octobre 2022, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, a abrité du 30 octobre au 3 novembre une série de formations pour une centaine d'enseignants, les enseignants de l'enseignement du préscolaire et de la base, les enseignants arabisants, des personnels de vie scolaire, de l'enseignement moyen et secondaire, ainsi que des écoles des villages de réfugiés. Il faut dire que ces différentes actions de
formations sur des thématiques variées et diversifiées qui constituent à améliorer les enseignements et apprentissages, mais aussi les pratiques des classes des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques ainsi que les enseignants d'enseignement du préscolaire. La directrice générale du centre s'est réjouie du bon déroulement des formations et de la participation des formés. Il faut aussi noter que ces publics sont formés sur deux grands axes du plan national de formation que sont la révision des curricula et le développement professionnel. À noter que les participants repartent du centre avec de nouvelles acquisitions qui vont profiter aux élèves, mais aussi une chance pour les enseignements qui doivent mettre en commun leur savoir-faire avec l'appui des conseillers pédagogiques. Écoutons à présent l'intervention des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons mis en place la formation destinée aux enseignants qui vont prendre en charge les élèves, bien sûr, du programme d'éducation accélérée. C'était bien sûr la partie mathématique. Ces programmes, bien sûr, concernés aux élèves déscolarisés ou non scolarisés vivant sur notre territoire national. Tous ces élèves doivent revenir sur les bancs de l'école ou bien sûr entrer dans le cursus scolaire pour avoir bien sûr une instruction. Les enseignants, aujourd'hui, on les a formés, on les a repris avec un programme qu'on avait élaboré, bien sûr, la semaine dernière au CRIPEN. Ces enseignants, bien sûr, ils auront leur livret, leur guide pour, bien sûr, enseigner les après-midi de 3h à 6h pendant 5 jours. Ces programmes d'éducation accélérée à 30 élèves par classe. Ce programme va commencer, bien sûr, très bientôt, le dimanche 6 novembre, dans nos écoles, les après-midi. Et la formation qu'ils ont eue maintenant, c'était bien sûr intégrer aussi la compétence de vie courante dans notre programme et dans les apprentissages, surtout lorsqu'ils font bien sûr les activités courantes. Et dans l'actualité également, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a procédé le 1er novembre, hier, donc au lancement de la mission de supervision des activités menées à Doudou Balala dans la région d'Ali Sabié, dans le cadre du projet intégré de transfert monétaire et le renforcement du capital humain dénommé Pitch. La délégation a débuté les visites de terrain avec une supervision des distributions des transferts monétaires pour les bénéficiaires vivant à Doudou Balala. Le projet intégré de transferts monétaires et de renforcement du capital humain vise à octroyer des transferts monétaires d'une valeur de 30 000 francs Djibouti trimestriels à chaque ménage sélectionné selon leur niveau de précarité. Ainsi, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités améliore les conditions socio-économiques de 88 ménages vivant dans la région d'Ali Sabié. À ce jour, depuis la mise en œuvre du projet Pitch en 2019, 10 transferts monétaires de 30 000 francs par trimestre, soit un appui financier d'un montant total de 26 400 000 $. Il y a lieu d'indiquer que cette distribution monétaire impacte également de manière positive la localité, car ces transferts monétaires redynamisent l'économie locale et renforcent la capacité productive des ménages. Au cours des visites de terrain, la délégation s'est ensuite entretenue avec le comité de développement local qui a soulevé des questions concernant l'état d'avancement du projet Pitch dans la région de Doudou Balala. Une autre étape importante de cette visite de terrain est la visite de l'infrastructure développée dans le cadre de la composante de développement conduite par la communauté dit DCC. En effet, le projet Pitch renforce les capacités de résilience de la communauté à travers le développement de sous-projets sociaux de base. Ainsi, un des projets que la communauté a mis en œuvre grâce au projet Pitch est l'installation d'un réservoir d'eau qui va desservir la localité. En somme, le projet intégré des transferts monétaires et le renforcement du capital humain dénommé Pitch vise à briser le cycle de transmission intergénérationnelle de la pauvreté, particulièrement dans les régions rurales, jusqu'à sa date de fin du 31 décembre 2023.
étions donc à Doudou Balala dans la région d'Ali Sabié où le ministère des Affaires sociales et de solidarité avait procédé donc au lancement de la mission de supervision des activités menées à Doudou Balala dans la région d'Ali Sabié dans le cadre du projet Pitch. Et durant cette réunion, le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Dalmigane, a indiqué que le ministère des Affaires sociales pour la mise en œuvre de ces projets de développement soutenait donc les familles les plus démunies vivant dans la région d'Ali Sabié. Il a d'abord remercié le ministère qui accorde ses fonds en faveur des familles vulnérables en collaboration avec la Banque mondiale, ce qui contribue, a-t-il indiqué, les démarches visant à soulager la souffrance des segments vulnérables. Et il faut profiter, a-t-il conclu, de ces projets et aller de l'avant pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales, a souligné le préfet de la région d'Ali Sabié. Et de son côté, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a souligné l'importance tangible du projet des transferts monétaires et du renforcement du capital humain dénommé Pitch. Madame Amina Ahmed Ouarsama a noté que cette mesure était le résultat des efforts déployés au cours de la période écoulée en partenariat avec la Banque mondiale afin de soutenir le groupe vulnérable de la société. Elle a salué également les efforts entrepris par le comité chargé d'identification des familles les plus nécessiteuses de la localité pour bénéficier du projet de transfert de fonds et de renforcer les ressources humaines. La secrétaire générale du ministère des Affaires sociales a noté enfin que le projet a débuté la première fois avec des transferts monétaires ainsi que d'autres projets qui ont donc été mis en œuvre pour répondre aux besoins de la population, notamment la construction d'un siège pour accueillir les délégations et invités, en affirmant donc qu'un puits d'eau a été donc construit dans la prochaine période. Le directeur général de l'ANPS, Mohamed Oumar, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu hier à Ali Sabié pour une mission d'inspection des infrastructures sportives en prévision du lancement prochain de la saison 2022-2023. Accueilli tour à tour dans les locaux par le préfet adjoint et le président du conseil régional de la région d'Ali Sabié, la délégation s'est rendue d'abord au complexe sportif avant de jeter l'encre au sein du centre d'études d'Ali Sabié. Il était question de faire un état des lieux des infrastructures, d'échanger avec les responsables des sites, de s'entretenir avec le personnel, d'évaluer leur situation, écouter enfin leurs problèmes avant de recueillir les doléances. L'objectif étant de redynamiser les activités du centre sport-études, de lancer prochainement une série de détections de talents dans la région d'Ali Sabié, une région donc pépinière de champions et mine d'or de l'athlétisme djiboutien. على السباح هي سبور اتيد ديريكتورك waxaa la socday in large delegation walka meel kastaba eegaysay shaqadan qabanno wixii naga maqan wala eegaysay priority maanta wuxuu ka dhigay ouverture-ka centre sport etiid ka yimid. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'ANPS, Mohamed Oumar. De Rarré pour un peu voir les infrastructures, le personnel et pour effectuer une visite de travail dans le cadre de l'ouverture de la saison qui aura lieu bientôt. Après, on se rendra au centre sport-études pour un peu évaluer. On avait déjà évalué lors de notre dernière visite, mais maintenant, nous allons plutôt aller pour rencontrer les employés, les travailleurs et améliorer un peu le cadre de leur travail pour qu'on puisse avancer et donner à ces centres la lumière ou bien sa splendeur. Parce que là, les centres, ici Sport-Études, c'est là où tous nos athlètes médaillés sont sortis. Et c'est un fleuron de l'athlétisme, on peut dire, en Afrique de l'Est. Donc nous allons un peu maintenant rehausser l'image de ces centres et avoir beaucoup plus d'athlètes et structurer un peu techniquement les différentes catégories qui peuvent sortir de ces centres, émerger de ces centres pour qu'on puisse compétir dans les régions, dans la région et puis dans les sous-régions et puis sur le plan international et continental. Donc c'est dans ce cas que nous allons aujourd'hui rencontrer les différents responsables des différents centres de sport. Et ce n'est qu'un début, mais l'ouverture aura lieu bientôt. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui.
L'actualité internationale à présent, les deux Corées ont procédé aujourd'hui à des échanges de tirs de missiles. Pyongyang en a lancé plus de 10, dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, ce qui a amené Séoul à riposter avec 3 missiles air-sol. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol dénonçant une invasion territoriale de fait. Un missile balistique de courte portée attribué à la Corée du Nord a tout d'abord franchi la ligne de limite du Nord, ce qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux pays, provoquant une rare alerte au raid aérien demandant aux habitants de l'île sud-coréenne du Langdo de se réfugier dans des abris souterrains. Selon l'armée de Séoul, c'est la première fois depuis la division de la péninsule à l'issue des combats de la guerre de Corée en 1953 qu'un missile nord-coréen est tombé si proche des eaux territoriales du Sud. Le Japon a également confirmé le lancement de missiles nord-coréens, le Premier ministre japonais Fumio Kishida déclarant aux journalistes vouloir tenir une réunion sur la sécurité nationale dès que possible. Et paludisme, un traitement par anticorps testé comme nouvel outil. Des recherches menées en Afrique ont révélé qu'une dose unique d'un médicament expérimental protégeait les adultes contre le paludisme pendant au moins 6 mois, ce qui constitue la dernière approche en date dans la lutte contre cette maladie transmise par les moustiques. La nouvelle étude a testé une approche très différente, donnant aux gens une forte dose d'anticorps anti-paludisme fabriqués en laboratoire au lieu de compter sur le système immunitaire pour produire suffisamment de ces mêmes inhibiteurs d'infection après la vaccination. L'anticorps expérimental mis au point par des chercheurs de l'Institut national de la santé des États-Unis a été administré par voie intraveineuse, ce qui est difficile à réaliser à grande échelle, mais les résultats encourageants sont de bon augure pour une version par injection plus facile à administrer, mise au point par les mêmes scientifiques, ce qui fait l'objet de tests préliminaires chez les nourrissons, les enfants et les adultes. Les recherches du gouvernement américain ont été publiées lundi dans le New England Journal of Medicine et présentées lors d'une réunion médicale à Seattle. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programme sur Télé Djibouti.